Samedi 11 juin. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Tripartite entre les ministres des Affaires étrangères algériens, tunisiens et libyens. Une déclaration conjointe a été publiée. 3 points y sont consacrés à la crise libyenne. Sahara occidental, 4 plaintes déposées par des organisations internationales de défense des droits de l'homme contre l'occupant marocain. Il dénonce des faits de torture et de mauvais traitement de militants sahraouis. Signature d'un accord de coopération de 20 ans entre le Venezuela et l'Iran à l'issue d'une rencontre entre les deux présidents. À seulement 13 jours du coup d'envoi des Jeux méditerranéens, la sélection algérienne d'athlétisme décroche 5 nouvelles médailles dans le championnat d'Afrique, dont 2 en or. On en parle dans un instant. Et à l'issue de la tripartite qui a réuni hier les ministres des Affaires étrangères algériens, libyens et tunisiens, une déclaration conjointe de 19 points a été publiée. Elle porte sur plusieurs dossiers d'intérêt commun avec 3 points consacrés à la crise libyenne, réaffirmant en outre l'importance de parachever le processus politique dans l'entente et l'unité à travers un dialogue libo-libyen. Tinhinen Makassi. La situation en Libye, au cœur de la tripartite qui a réuni le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et ses homologues, le Tunisien Othman Jerandi et la Libyenne Nejla El Mengouche. Les chefs de la diplomatie des 3 pays ont souligné l'importance de la stabilité en Libye pour assurer non seulement la sécurité de la région ainsi que sa stabilité économique. À cet effet, les diplomates réunis vendredi à Tunis ont rappelé l'importance des échéances électorales pour construire l'avenir de la Libye. Conscient des profondes divisions qui minent le pays, Lamamra et ses homologues ont réaffirmé la nécessité de mobiliser les efforts des Libyens autour de la réconciliation nationale, afin d'unifier les rangs tout en suivant une approche basée sur le principe de leadership libyen et dans le cadre d'un partenariat efficace et rentable avec la communauté internationale. Un processus politique qui devra se dérouler dans le cadre d'un dialogue libo-libyen. Se félicitant de la reprise des travaux de la commission mixte au Caire, les 3 ministres encouragent la dite commission, composée en outre de membres représentant la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État, à saisir cette opportunité pour aboutir à un consensus, en vue de lancer les premiers jalons d'une base constitutionnelle permettant au peuple libyen d'exercer son droit souverain de choisir ses dirigeants et ses représentants. Et la situation sécuritaire en Libye impacte sérieusement l'industrie pétrolière dans le pays. Au moment où des groupes armés continuent de bloquer les ports et les champs pétroliers, des infrastructures et raffineries mettent la clé sous le paillasson. Un coup dur pour la compagnie pétrolière libyenne. Mohamed Ouali Ben Chapel. Les divisions politiques reviennent en Libye pour entraver à nouveau le processus d'exportation de pétrole du pays. Des groupes armés continuent à bloquer les ports et les champs pétroliers et n'autorisent l'ouverture des vannes qu'après la réalisation de leurs revendications. Cette vague des fermetures des infrastructures est qualifiée de douloureuse par la compagnie pétrolière libyenne. Dès que la fermeture a commencé, j'ai formé un comité pour remédier à cette situation. Un comité qui travaille toujours et qui est en contact avec les acteurs dans un certain nombre de régions. Nous travaillons pour pouvoir parvenir à une solution avec les groupes actifs dans ces régions. Le port pétrolier Harika à Tobruk a été fermé par des inconnus au cours des dernières 24 heures. Les opérations de production au niveau des champs pétroliers de Sarir ont été à l'arrêt après la fermeture de plusieurs autres installations en lien avec des protestations et des rivalités politiques. Dans le même temps, 2 autres ports de l'est du pays, Sidra et Ras Lanouf, étaient également menacés de fermeture.
La pénurie de la quantité produite a atteint environ 600 000 barils de pétrole brut par jour. Et ensuite, lorsque vous voyez la hausse des prix aujourd'hui, même si le prix moyen est environ $100, cela signifie que le chiffre est d'au moins 60 millions de dollars par jour. De nombreuses crises refont surface. La Libye, qui possède les plus grandes réserves de pétrole en Afrique, est confrontée à des défis croissants qui aggravent la crise de l'approvisionnement mondial en or noir. Sahara occidental, 4 plaintes ont été déposées par des organisations internationales de défense des droits de l'homme contre l'occupant marocain. L'objet de la plainte déposée devant le comité contre la torture des Nations Unies concerne des faits de torture donc et de mauvais traitements à l'encontre de militants politiques sahraouis du groupe Gdimizik dans les territoires occupés. Les précisions avec Amine Touta. Plus d'une décennie après les faits, le dossier Gdimizik au Sahara occidental refait surface. Cette fois-ci, c'est une plainte qui est déposée aux Nations Unies à Genève par des organismes internationaux de défense des droits de l'homme. La requête en cours dénonce le mauvais traitement infligé par les forces d'occupation marocaines aux détenus sahraouis du groupe Gdimizik. Selon le communiqué relatif au dossier, les ONG indiquent que les 4 prisonniers sont mandatés depuis 6 à 12 ans. Les militants en question ont subi un mauvais traitement, ce qui est contraire au droit international et en l'absence d'un procès équitable. Le communiqué révèle que ces victimes, comme de nombreux détenus, ont été contraints de signer des aveux sous la torture, en plus des violences physiques et psychologiques en 2011. Ce nouveau rebondissement dans le dossier du groupe Gdimizik survient dans un contexte humanitaire alarmant dans les territoires occupés et des représailles contre les civils sahraouis par le régime du Marzen à travers la déportation forcée hors du territoire et la privation des libertés de mouvement et des procès fictifs. Le dernier fut le cas de la militante sahraoui Sultana Khaya, arrivée en Espagne pour des soins médicaux en début du mois, après 19 mois d'assignation à résidence et de mauvais traitements, qui est une nouvelle fois une preuve flagrante de l'atrocité du Marzen. Une bévue diplomatique, c'est ce qu'est le revirement de Pedro Sanchez concernant la question sahraoui d'après Isaïs Benrenada, professeur des relations internationales à l'université Complutense de Madrid. Déclaration faite au journal espagnol Publico. Le professeur a également critiqué le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares. Il déplore, je cite, « Soit ils ne connaissent pas les pratiques, soit ils ont eu une attitude arrogante dans la prise de décision, soit ils ont mal calculé. » Fin de citation. Le président de l'Union africaine s'est rendu hier à Paris. Macky Sall a été reçu par le président français Emmanuel Macron. La crise du blé en Ukraine et la famine qui menace les Africains étaient au cœur des discussions. Pratiquement tous les pays africains sont importateurs de blé russe et ukrainien, dont l'Égypte, premier grand importateur de ce produit avec plus de 12 800 000 de tonnes par an. « 40 tonnes d'aide médicale algérienne sont arrivées au Niger au niveau de l'aéroport international de Niamey. Le ministre nigérien de la Santé a salué les aides médicales fournies par l'Algérie à son pays, soulignant que ce geste consacre les bonnes relations qui unissent les deux pays, notamment après la dernière visite du président Bazoum en Algérie. L'armée de la République démocratique du Congo accuse le Rwanda d'avoir bombardé une école sur son territoire. Un bombardement qui a tué 2 enfants, qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de l'armée qui a affirmé que cette attaque rwandaise a ciblé des zones dans la province du Nord, Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km
et à 1,5 km à l'est de Rumangabo. En Europe, la Commission européenne promet une réponse la semaine prochaine aux ambitions de l'Ukraine de se porter candidate à l'Union européenne. C'est ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Comme vous le savez, la Commission prépare actuellement les recommandations de ce que l'on appelle l'avis des États membres de l'Union européenne. Nous avons travaillé jour et nuit sur cette évaluation et je vous l'ai promis en avril dernier. Cher Volodymyr, nous y travaillerons sans relâche, donc les discussions d'aujourd'hui nous permettront de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Et en parlant d'Union européenne, dans le cadre de la tournée du chancelier allemand Olaf Scholz dans les Balkans, il s'engage à travailler pour ouvrir la voie à des discussions concrètes sur la demande d'adhésion à l'Union européenne de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. De son côté, le Premier ministre de Macédoine du Nord, Dimitar Kovačević, considère que la Bulgarie est le seul État membre de l'Union européenne qui retient en otage les deux pays pour les empêcher d'entrer dans l'Union européenne. On écoute. En représentant l'Allemagne, je m'efforcerai d'ouvrir la voie à des pourparlers concrets, à une ouverture concrète des négociations, parce que c'est nécessaire. Nous sommes prêts à faire une telle démarche et nous essaierons de convaincre les autres. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Il s'agit donc maintenant d'avancer ensemble et de faire des progrès. Ils sont à l'ordre du jour et doivent être réalisés. Cela ne dépend pas de la Macédoine du Nord, mais de l'accord des 27 États membres et de leur décision de lancer la première conférence intergouvernementale. Pour l'instant, ce que nous voyons est que cela dépend principalement d'un seul État membre de l'Union européenne et qui tient en otage deux pays candidats, la République de Macédoine du Nord et l'Albanie. Le bombardement de l'État sioniste sur la capitale syrienne fait réagir Moscou. Moscou ne mâche pas ses mots et durcit le ton, qualifie l'attaque de vicieuse contre des cibles civiles, une provocation qui met la vie d'innocents en danger et une pratique perverse contraire au droit international. Et puis cette rencontre entre le président vénézuélien Nicolás Maduro et son homologue iranien Ibrahim Raïssi à Téhéran. Les deux pays signent un accord de coopération pour 20 ans visant à renforcer leur alliance. Le document a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays dans les domaines politiques, économiques, du tourisme, du pétrole et de la pétrochimie. Lors de la conférence de presse, les deux chefs d'État ont insisté sur l'amitié indestructible qui unit leurs deux pays. La signature d'un accord de coopération stratégique de 20 ans montre la détermination des hauts responsables des deux pays à développer les relations bilatérales dans différents domaines. On va continuer à parler du Venezuela. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclare que les autorités et l'opposition vénézuélienne ont l'intention de reprendre un dialogue politique. Il a également évoqué l'exploitation économique des ressources de l'Amazonie par le Brésil lors de la conférence de presse de clôture du sommet des Amériques à Los Angeles. Comme nous l'avons dit depuis longtemps, les sanctions ne sont pas permanentes. Si nous voyons un changement, les sanctions peuvent être levées. Le but n'est pas de les maintenir indéfiniment. Le but est d'encourager les gouvernements à s'engager dans le bon type de conduite, en particulier lorsqu'il s'agit de restaurer la démocratie. Et entre Pékin et les États-Unis, le torchon brûle au sujet de Taïwan. Lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une réunion entre les ministres de la Défense des États-Unis et de la Chine, le porte-parole du ministère chinois de la Défense l'a clairement annoncé. Pékin combattra à tout prix si quiconque tente de séparer Taïwan de la Chine continentale. Souhila Akilal. Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine ne cessent de monter depuis quelques mois au sujet de Taïwan, les déclarations du ministre chinois de la Défense, Wei Feng, sont venues réitérer la position résolue de la Chine sur ce dossier épineux.
Le ministre Wei a souligné que si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise se battra à tout prix pour écraser résolument toute tentative de sécession de Taïwan et sauvegarder résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Une réponse à Joe Biden, lequel avait indiqué en mai dernier au Japon que Washington pourrait défendre militairement Taïwan en cas d'invasion par Pékin. Le secrétaire de la Défense américaine, Lloyd Austin, a lui expliqué que les États-Unis ne cherchent pas de confrontation ni de conflit avec Pékin. Le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan n'est pas seulement un intérêt pour les États-Unis, c'est une question d'intérêt international. Laissez-moi être clair, nous ne cherchons pas la confrontation ou le conflit et nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide, une OTAN asiatique ou une région divisée en blocs hostiles. Nous défendrons nos intérêts sans broncher. La nouvelle série de ventes d'armes à Taïwan annoncée récemment par la partie américaine a été qualifiée par le ministre chinois de la Défense de violation grave du principe d'une seule Chine et porte atteinte à la souveraineté nationale et aux intérêts de sécurité de la Chine et pourrait causer de graves dommages aux relations sino-américaines ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan. Direction la France, législative 2022 en Polynésie française et dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Le premier tour a déjà eu lieu le week-end dernier. Ce samedi, c'était au tour des territoires d'outre-mer et demain, dimanche, la métropole prendra le relais. Et lors de ce premier tour des législatives, l'abstention s'annonce très élevée partout, entre 52% et 54% selon les sondages. Et en parlant de France, le Premier ministre australien espère renouer les relations avec le pays. L'Australie qui a dévoilé ce samedi un accord de compensation massive avec le fabricant français de sous-marins Naval Group, mettant un terme financier à un conflit qui a envenimé les relations entre Canberra et Paris pendant près d'un an. Le Premier ministre australien Anthony Albanese déclare qu'il envisage de se rendre en France dès que possible afin de rétablir leurs relations. Je suis impatient de répondre à l'invitation du président Macron à me rendre à Paris dès que possible. Je considère que notre rencontre entre moi-même et le président Macron en France est absolument essentielle pour rétablir cette relation. Et puis cet accord annoncé le mois dernier qui permet d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Le premier groupe de demandeurs d'asile envoyé au Rwanda par le Royaume-Uni dans le cadre de cet accord controversé devrait arriver dans le pays de l'Afrique de l'Est le 14 juin. Londres espère dissuader les traversées clandestines de la Manche en pleine augmentation à travers cette mesure. Décédé hier suite d'un accident mortel en compagnie de son ami, l'international algérien Bilal Ben Hamouda a été inhumé cet après-midi au cimetière de Hadjout en présence du père, de la famille et des amis du défunt, ainsi que plusieurs personnalités sportives qui ont côtoyé Bilal Ben Hamouda tout au long de sa carrière sportive, dont des joueurs et des entraîneurs. Très ému après cette disparition, Majid Bouguera, le sélectionneur national des joueurs locaux, a tenu à lui rendre hommage. Allah yarhamou Bilal et son ami aussi Sidi Ahmed qu'il ne faut pas oublier. Voilà, Inch'Allah que Rabbi l'accorde dans son vaste paradis. On était tous sous le choc, on a appris ça la journée. On avait un jour de repos, donc Kani Habichouf Yimah. Et sur la route, voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. En tout cas, Bilal, on l'aimait beaucoup, beaucoup. Surtout moi en tant qu'entraîneur. C'était quelqu'un qui avait un gros potentiel et qui avait beaucoup d'avenir, toujours avec le sourire, machallah. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Et à l'approche des Jeux méditerranéens, la sélection algérienne d'athlétisme a décroché 5 nouvelles médailles, 2 or, 2 argent et 1 bronze, à l'issue des épreuves de la 4e journée des championnats d'Afrique disputés ce samedi à Saint-Pierre, Maurice. Les médailles d'or algériennes ont été décrochées par le décathlonien Larbi Bourada et le sauteur à la perche Ammar Rouana. Dans le concours du décathlon, Bourada a totalisé 7 776 points, devançant 2 Sud-Africains
Africains Frédéric Pretorius et Jessé Pérez. Une ultime répétition pour les athlètes algériens avant les Jeux. Avant les Jeux, donc, méditerranéens, Oran 2022, 13 jours seulement nous séparent de l'ouverture des Jeux. Aziz Darwez, le commissaire des Jeux méditerranéens, était ce matin face à la presse. Il promet des Jeux qui marqueront l'histoire. Faisal Salah. L'histoire des Jeux méditerranéens continue. D'Alexandrie à Oran, de 1951 à 2022. La 19e édition des JM. La technologie a développé le monde sportif, mais le message est resté le même, paix et fraternité. L'Algérie s'apprête à organiser pour la deuxième fois les JM après celle de 75 à Alger. L'édition oranaise connaîtra la 15e participation d'affiliés de l'Algérie. Oran est prête. La réussite des Jeux commence par un accueil des différentes délégations. Nous sommes à 100% près de ce côté-là. La cité olympique est prête elle aussi. L'ouverture des Jeux sera à la hauteur des attentes de tous les Algériens et du président de la République. Au JM 2022 d'Oran, l'Algérie sera présente avec 329 sportifs. 3434 athlètes de 26 pays participent. Une seule discipline a été annulée. Le nombre d'équipes participantes réglementaires n'a pas été atteint. Il s'agit du water polo féminin. Sinon, tout le reste est programmé. Oran histoire, musique et joie. L'ouverture de cet événement sera un reflet de classe. Salim Dada s'occupe. Pour assister au JM, c'est gratuit, mais il faut réserver. En 14 participations, l'Algérie a récolté un total de 240 médailles, dont 67 en or. Les lauriers d'or ont été remportés par les athlètes de l'athlétisme, la boxe, judo, natation, viennent ensuite l'haltérophilie, karaté, le gymnastique et le handball et football. En Tunisie, 1967, l'Algérie a enregistré sa première participation, 3 médailles de bronze. La première médaille a été décrochée en boxe par Kdouralienne et les 2 autres remportées en athlétisme par l'athlète féminine Rabia Ghzlen. En 1975, les premières médailles d'or d'Algérie ont été remportées par les 2 boxeurs Nini Houssine et Mohamed Missouri, le coureur Boualem Marahoui et l'équipe d'Algériens de football de Morloufi, vainqueur en finale devant la France. À Oran, les athlètes d'Algérie poursuivront le chemin afin de réaliser une participation historique, afin de toucher les étoiles de la Méditerranée. Et direction la Turquie avant de se quitter pour découvrir un site historique néolithique abritant des monuments datant d'environ 11 000 ans. C'est au Göbekli Tepe. Amira Beja nous y emmène. Göbekli Tepe, ou la colline ventrue, est située comme son nom l'indique sur une colline au sud-est de la Turquie. Ce site qui lie l'humanité au sacré ne cesse de livrer ses secrets. Lorsque nous ouvrons une nouvelle tranchée, nous ne savons jamais à quoi nous attendre. Évidemment, c'est toujours une grande surprise sur une fouille archéologique. Le site a été d'abord considéré comme purement rituel, mais selon certains experts, qui atteste d'un début de vie sédentaire avec des bâtiments similaires à ceux de la même époque découverte dans le nord de la Syrie voisine. Les universitaires pensent que l'histoire de l'établissement Ima a commencé environ 12 000 ans. Des fouilles sont en cours sur une douzaine d'autres sites de la période néolithique. Et bien sûr, cela nous donne maintenant une occasion fantastique de comparer nos résultats de Göbekli Tepe avec ces nouveaux sites dans l'autre région du même âge. Il reste des mystères sans fin autour du plus vieux sanctuaire connu au monde. Le site découvert à la surface en 1995 par l'archéologue et préhistorien allemand Klaus Schmitz continue à fasciner les chercheurs et attirer les touristes du monde entier. Voilà, c'est sur ces belles images qu'on achève ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Quant à moi, je vous retrouverai le week-end prochain, comme de coutume. Excellente soirée sur Al24 News.